Ça marche? Ouais, c'est bon. Alors bonjour à tous, moi c'est Quentin, je suis développeur Android chez Pictarine. Et donc chez Pictarine, on code une application d'impression photo pour des clients aux États-Unis. Pour vous faire un ordre d'idée, en 2017, c'est 50 millions de photos qui ont été imprimées au travers de notre app. Et donc pour faire une super app d'impression photo, vous en doutez, au bout d'un moment, il faut rajouter un petit grain de traitement d'image. Et donc c'est du traitement d'image que je vais vous parler aujourd'hui. Et d'abord, je vais vous révéler la vérité. Le traitement d'image, c'est chiant. Vraiment. Alors pourquoi le traitement d'image, c'est chiant? Donc vous avez une image. Donc une image, comme vous le savez tous, elle est composée de pixels. Dans le cas de cette image, il y en a 4032 par 3024. Donc ça fait un gros tas de pixels. Il y en a un peu plus de 12 millions. Donc vous imaginez bien que quand on veut faire un traitement sur chaque pixel de l'image, ça équivaut à faire une boucle for de 12 millions d'itérations. C'est énorme. Et le truc, c'est qu'en traitement d'image, les traitements sur les pixels, c'est pas genre juste une addition ou une soustraction, c'est des traitements un peu plus complexes. Dans le cas du blur, par exemple, donc pour passer de l'image de gauche à l'image de droite, il va falloir pour chaque pixel aller récupérer sa valeur, la convertir pour une valeur lisible sur laquelle on peut faire des calculs, faire ça sur tous les pixels autour avec un certain radius. Ensuite, avec toutes les valeurs de tous les pixels autour, faire une moyenne. Et au final, on se retrouve à faire ça 12 millions de fois, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, en Java, pour faire de blur sur cette image, sur un Google Pixel, il faut plus de 4 secondes. C'est énorme. Vous vous rendez compte, si vous ouvrez votre application Instagram, vous voulez appliquer un filtre sur une image, ça met 4 secondes à s'appliquer. Je pense que vous n'avez pas gardé l'application longtemps. Donc ça, c'est le premier problème du traitement d'image, ça prend du temps. Maintenant, ces 12 millions de pixels, il faut bien les stocker quelque part. Donc vous connaissez sûrement tous l'objet bitmap. Dans l'objet bitmap, les 12 millions de pixels sont stockés dans un tableau d'entiers. Donc on a 12 millions d'entiers dans l'objet, et les entiers, c'est codé sur 32 bits, ce qui fait que notre image, elle va prendre 46 mégas. 46 mégas, c'est énorme. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans le traitement d'image, il faut 46 mégas pour l'image en entrée et 46 mégas pour l'image en sortie. Donc vous vous doutez bien qu'on peut très facilement arriver à une erreur out of memory, et pour peu qu'on n'ait pas mis de try-catch dans notre code, on arrive sur cet écran que personne ne veut voir. Et donc, je vous rassure, il y a des solutions pour ça, mais le problème c'est que la plupart des solutions, elles apportent un peu de souffrance. La première des solutions, c'est de faire ça en GNI, C ou C++. Voilà, ça c'est moi quand je dois utiliser ça. C'est-à-dire que je sais que tout va mal, je fais semblant pour les autres que tout va bien, mais au fond de moi je sais que tout va mal. Parce que déjà il va falloir que je compile mon code pour toutes les architectures disponibles et que j'intègre ça à mon projet. Ensuite il va falloir que je fasse moi-même l'interface entre le C++ et le Java. C'est quand même chiant. Et enfin, pour du calcul parallèle, donc pour faire un calcul sur tous les pixels de l'image, c'est pas super rapide parce que ça tourne sur le CPU et pas sur le GPU. Heureusement, on a une deuxième solution qui, elle, tourne sur le GPU. C'est OpenGL. OpenGL, je le cache pas, ça fait vraiment mal. Ça fait mal parce que déjà, coder en OpenGL, c'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, je connais personne qui a pris du plaisir à coder en OpenGL. Jamais. C'est jamais arrivé. Ensuite, en OpenGL, on a cette petite variable glMaxTextureSize qui correspond à la taille maximale d'une texture qui peut être chargée donc, dans OpenGL. C'est franchement pas énorme, donc pour peu que vous ayez une grande image, vous ne pourrez pas la charger. En plus, ça change suivant le device, etc. Vous l'avez peut-être déjà rencontré si vous avez voulu charger une très grosse image dans une image view, parce que les vues sont gérées avec OpenGL. Ça crache à cause de ça. Et enfin, OpenGL, c'est fait pour faire du render. C'est pas fait pour du calcul parallèle. Ça va très bien le faire, mais ça va être compliqué à mettre en place. Et donc, on a une troisième solution. Bon, bien sûr, il n'y a pas trop de suspense, c'est le sujet de ma présentation, c'est RenderScript. Alors, RenderScript, le problème, c'est que c'est un peu une légende. C'est une information qu'on se passe entre développeurs comme ça, au coin du feu. Il y a très peu de personnes qui connaissent, et encore moins qui l'utilisent. Et quand on cherche à l'utiliser, on a très peu de docs, très peu d'articles, très peu d'exemples, etc. Sauf que quand on apprend à connaître RenderScript,
on se rend compte que c'est quand même plutôt efficace. C'est plutôt efficace parce que déjà ça va fonctionner sur GPU, CPU et sur le DSP. Donc le DSP, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la puce de calcul qui est dédiée au traitement de signal, donc ça sera la plupart du temps plus rapide qu'un GPU. Ensuite, c'est Write Once, Run Anywhere, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire chier à compiler pour chaque architecture, etc. Non, juste vous écrivez votre code, et ça va marcher sur tous les téléphones Android, il me semble, à partir d'Ice Cream Sandwich, même peut-être Honeycomb. Et enfin, la parallélisation est gérée par RenderScript. Ça veut dire que dans le cas de la boucle for dont je vous avais parlé, donc vous avez votre énorme boucle for avec 12 millions d'itérations. Donc il va d'abord falloir écrire la méthode doSomething pour effectuer le traitement sur un pixel. Et ensuite, si vous voulez la paralléliser en Java, en C ou en C++, bah, il va falloir découper votre dataset, savoir combien vous avez de cœurs disponibles pour lancer un certain nombre de threads, etc. Avec RenderScript, tout ça vous oubliez. Vous écrivez juste la méthode doSomething pour traiter un pixel, et ce sera tout seul appelé sur tous les pixels de l'image de manière parallèle. Donc c'est vraiment pratique à utiliser. Et en termes de performance, donc mon blur qui mettait un peu plus de 4 secondes en Java, en RenderScript, il met environ 500 millisecondes. C'est 8 fois plus rapide. Donc là, on commence à avoir des délais qui sont assez acceptables pour une utilisation d'application. Maintenant que vous connaissez RenderScript, vous devez vous demander comment ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est le plus simple, c'est le blur. Le blur, ça peut être très pratique. Par exemple, si vous avez un chien qui est mignon, mais qui fait de la merde, littéralement. Vous pourrez quand même partager l'image sans trop choquer. Alors comment on fait du blur en RenderScript? On fait comme ça. Voilà, là, il y a moins de 15 lignes de code, c'est du Java, donc tout le monde doit connaître. Et avec ces 15 lignes de code, on a fait du blur. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va créer un objet RenderScript. Ensuite, on va créer une allocation. L'allocation, c'est ce qui va contenir les données de l'image. Donc c'est un tableau en fait, mais qui ne sera pas alloué du côté de Java. Ça va être alloué là où ça va tourner, donc ça peut être sur le CPU, le GPU, etc. Et donc là, on le crée à partir de l'image. Donc on lui dit directement, crée une allocation et copie directement les données de l'image. Ensuite, on va récupérer son type. Le type, c'est donc la taille du tableau plus qu'est-ce que ça contient comme type réel. Et à partir de ça, on va créer une deuxième allocation pour l'image de sortie. Ensuite, c'est tout simple, on crée une instance du script de blur. On lui passe les paramètres, donc le rayon. Pour le blur, plus le rayon est grand, plus l'image est floue, plus le rayon est petit, plus l'image est nette. Sachant qu'avec RenderScript, on est limite à 25 pixels, mais il y a des techniques pour faire un peu plus. On lui dit que en entrée, il prend l'allocation in, et ensuite on appelle la méthode forEach en lui disant d'écrire le résultat sur la méthode out. La méthode forEach, c'est la méthode qui va appeler le kernel. Le kernel, c'est cette méthode qui va être appelée de manière parallèle sur tous les pixels de l'image. Et donc là, on a directement l'image dans l'allocation out. Il suffit de la recopier dans le bitmap, de faire les destroys qui vont bien, et on peut récupérer l'image. Donc vous voyez, moins de 15 lignes de code, on a fait un blur qui est très rapide. Donc déjà, on a résolu à peu près le premier problème du traitement d'image. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, dans ce code, il y a une seule instance de bitmap pour l'entrée et pour la sortie. Ce qui fait qu'on utilise au minimum 2 fois moins de mémoire que si on avait fait le blur en Java. Donc ça résout aussi le deuxième problème du traitement d'image. Donc c'est super puissant. Et là, on a fait que du Java. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors comment on a fait pour faire du RenderScript uniquement en Java? On a utilisé un script intrinsèque. Script intrinsèque, en fait, c'est une famille de scripts qui sont déjà fournis avec RenderScript, donc que vous pouvez utiliser directement. Donc c'est une petite famille, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc il y a le blur, que je vous ai montré, le resize, donc pour changer la taille de l'image, hein. Color matrix, c'est pour appliquer un filtre de couleur, donc par exemple on peut passer les images en noir et blanc, on peut les passer en sépia, on peut augmenter la saturation, baisser la luminosité, tout ça rien qu'avec une matrice, donc c'est plutôt pratique. Et le blend, c'est pour fusionner deux images à la manière de calque Photoshop. Et enfin, on a les moins simples, donc je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est du traitement d'image un peu plus poussé, mais si vous voulez en parler après, je serai dispo pour en parler. Et donc, c'est une grande famille de scripts quand même, c'est déjà pas mal tout ce qui est déjà fourni.
Mais forcément, dans le traitement d'image, vous allez avoir besoin de faire plus et de faire des choses qui ne sont pas possibles uniquement avec ça. Et comment on va faire? On va créer notre propre script. Donc là, l'exemple, c'est l'effet vignette à l'Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet vignette. Quand vous avez pris un selfie, vous êtes plutôt fan, vous voulez le partager, vous trouvez que l'attention n'est pas assez tirée sur vous, donc vous allez rendre tout le contour un peu plus sombre, comme ça l'attention est vraiment tirée sur vous. Comment on fait ça en RunnerScript? Comme ça. Là, il y a 10 lignes de code. Donc, ça c'est un fichier RunnerScript.rs et c'est codé en C. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces 10 lignes de code? On a des variables globales, width et height. Ça, je vais en avoir besoin pour calculer la position du pixel par rapport au centre de l'image, parce que forcément le changement de luminosité ne sera pas le même. Et ensuite, on a une méthode, route. On voit dans la signature de la méthode que c'est un kernel. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le kernel, c'est la méthode qui sera appelée sur tous les pixels de l'image. Et donc en paramètre, la méthode, elle prend in, qui est la valeur du pixel, x et y qui sont la position de ce pixel dans l'image. Donc la première chose qu'on va faire, c'est transformer ce uchar en float 4, pour avoir des valeurs lisibles, donc rouge, vert et bleu. Avec ces valeurs, on va calculer la distance. Donc là, je vous épargne la méthode statique, mais c'est grosso modo une ou deux lignes. À partir de la distance avec le milieu, on va calculer la nouvelle couleur. Pareil, grosso modo une ou deux lignes. Et une fois qu'on a la nouvelle couleur, il suffit de la retransformer en uchar pour la retourner. Et donc là, on a fait notre propre script. Ça nous a pris 10 lignes, on va dire 15 si on rajoute les deux méthodes. Et avec ça, on a un script qui fait un effet vignette de manière très rapide. Donc là, vous avez votre fichier RunnerScript, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'appelle? De la même manière qu'on appelle les scripts intrinsiques. C'est-à-dire que vous allez avoir un objet qui correspond à votre script, vous allez l'instancier, lui passer les paramètres, parce que là, on a mis des variables globales, donc il faut les setter, et ensuite appeler la méthode forEach en lui disant que en entrée, vous prenez la location in et en sortie, la location out. Et c'est tout. Alors comment vous avez fait pour avoir ces objets Java? Juste après avoir écrit le fichier RunnerScript, vous cliquez sur Build et il va vous générer plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il va vous générer? Donc à partir du fichier RunnerScript, il va vous générer donc un objet qui correspond au script. Si vous générez une structure, enfin si vous créez une structure dans votre fichier RunnerScript, il va vous générer un objet Java qui correspond à la structure. Si vous faites un pointeur vers la structure, il y aura une méthode pour le bind de la structure. Si vous mettez une variable globale, il va vous générer un setter et un getter. Si vous mettez une fonction qui a void comme type de retour, il va vous générer une méthode pour l'appeler depuis le code Java. Parce qu'il faut savoir que si un type de retour, la fonction doit forcément être statique et elle sera appelée que depuis RunnerScript, pas depuis le code Java. Et enfin, donc, si vous créez un kernel, il va vous générer la méthode forEach pour appeler le kernel sur tous les pixels de l'image. Donc voilà, là vous avez déjà les clés pour faire du RunnerScript et en utilisant des scripts intrinsiques et en créant vos propres scripts. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience, de pourquoi j'ai utilisé RunnerScript. Et donc je vais vous parler d'amélioration automatique d'image. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'image d'intro de ma présentation est scindée en deux. C'est parce qu'à gauche, on a l'image d'origine et à droite, on a l'image améliorée. Alors l'histoire derrière tout ça, c'est qu'un jour, mon CPO est venu me voir et il m'a dit, bon écoute, tes fils de couleurs, ça va 2 secondes, mais moi j'aimerais bien avoir un truc où le client, il n'a pas besoin de faire un choix. Il n'a pas besoin de s'embêter à parcourir tous les fils de couleurs. Il clique sur un bouton et son image, elle est mieux. Donc je lui dis, ok, ça sera fait. Je me suis dit, bon ok, comment je vais faire? Et donc j'ai réfléchi, j'ai étudié un peu ce qu'il y avait sur le marché. Donc Google Photos notamment avait une baguette magique qui analysait l'image et allait modifier le contraste, la luminosité, etc. sur toute l'image. C'est pas ce que je voulais. Moi je voulais mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mes recherches, je suis tombé sur un article d'un mec de Facebook qui a expliqué comment faire du HDR à partir d'une seule image. Et là je me suis dit, c'est ça que je veux. Donc j'ai fouillé, j'ai fait des trucs et tout. Et au début j'ai codé ça en Java, parce que j'avais jamais fait de traitement d'image sur Android. J'en avais fait, mais pas sur Android. Donc je me suis dit, je vais le coder en Java, voir si ça fonctionne. Alors, jusqu'à ce que je sois content de mon algorithme. Donc mon algorithme, qu'est-ce que c'est? Donc je vais prendre
je prends l'image d'origine et je vais transformer les couleurs RGB en YUV. Donc je vais changer l'espace de couleur. Sur le channel Y, je vais faire une égalisation d'histogramme pour avoir une image dont le contraste est augmenté. Ensuite, sur cette image, je vais appliquer un filtre passe haut où tous les pixels qui sont au-dessus d'un certain seuil, donc très lumineux, seront en blanc. Ensuite, je vais appliquer un filtre passe bas où tous les pixels qui sont en dessous d'un certain seuil seront en noir. Sur le premier des deux, je vais appliquer un blur d'un très grand rayon. Ensuite, je vais multiplier par le deuxième, je vais appliquer un blur d'un plus petit rayon. Et grâce à ça, je vais avoir un masque que je vais pouvoir, donc là où les pixels sont très blancs, diminuer la luminosité, et là où les pixels sont très noirs, augmenter la luminosité, et sur l'image d'origine et sur l'image après égalisation d'histogramme, pour obtenir le résultat. Et sur le résultat, on peut voir qu'on voit beaucoup mieux les arbres, et on peut voir qu'il y a beaucoup plus de détails dans la neige. Donc ça c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même un algorithme un peu compliqué. Donc forcément, ça prenait du temps à tourner. En Java, ça prenait plus de 15 secondes, toujours sur mon Google Pixel. Donc je me suis dit, les clients, peut-être qu'ils ne vont pas rester 15 secondes sur l'écran, ça va les faire chier et tout. Il faut faire mieux. Donc j'ai cherché une solution. Et là, mon lead dev, qui est là, m'a dit un jour, si tu arrives à le faire en RenderScript, t'es un boss. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la doc, malheureusement, parce que c'était quand même compliqué. J'ai cherché des exemples sur Internet. J'ai réussi à en trouver quand même un petit peu, mais c'était compliqué. Et grâce à ça, non seulement sur mon Google Pixel, mais également sur 90% des devices des utilisateurs, et Dieu sait si les utilisateurs ils ont des devices pourris, mon algo il tourne en moins d'une seconde. Donc c'est énorme, hein, c'est plus de 15 fois plus rapide. Donc ça, c'est les performances qu'on peut avoir grâce à RenderScript. Et vous vous dites, mais je fais pas forcément de traitement d'image, j'en aurais pas forcément besoin. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire du traitement d'image, vous pouvez appliquer ça aussi à la UI. Et récemment, je crois que c'était il y a un mois, j'ai créé une librairie qui, pour toutes les images d'une image view, crée une ombre, comme ça on peut lui appliquer une élévation comme à toutes les autres vues. Donc ça va créer une ombre en RenderScript à partir de l'image PNG, donc en prenant bien en compte les contours, etc. Et il n'y a aucun problème de performance, ça va aussi vite que créer une image view normale. Et donc voilà, j'espère que je vous ai quand même convaincu que RenderScript c'est bien, que c'est puissant, qu'il faut l'utiliser, il faut le connaître. Parlez-en autour de vous. J'ai aussi rajouté mon handle Medium parce que j'ai créé un article sur comment faire du RenderScript et comment débuter surtout en RenderScript. L'article a été relu par les ingénieurs RenderScript chez Google, donc vous pouvez vous y fier. Et voilà, j'espère que je vous ai convaincu que c'était très intéressant et qu'il fallait vraiment utiliser ça parce que c'est très peu connu, trop peu connu, et c'est très puissant. Voilà, merci. Je pense qu'on a un peu de temps si vous avez des questions. Tu sais s'il y a moyen de faire tourner RenderScript sur une vidéo? Alors RenderScript sur une vidéo, oui, ça se fait. Il y en a qui le font, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais ça se fait. Ouais. Ce serait du traitement frame par frame? Oui, ce serait frame par frame, effectivement. Ouais. La fonction for each, là, elle est bloquante? La fonction for each, elle est bloquante, oui, effectivement. Ouais. Mais enfin, moi personnellement, tous les appels que je faisais en dehors du main thread, sauf, non si, ouais, même pour la lib, je le faisais en dehors du main thread. Mais il me semble qu'il y a moyen de faire en sorte que ce soit pas bloqué. Je suis pas sûr, hein, mais enfin, sinon il suffit de pas le faire sur le main thread. T'as essayé de le faire en OpenGL et voir les différences de performance? J'ai pas essayé de le faire en OpenGL, parce que j'ai fait de l'OpenGL à la fac. Et j'avais pas envie de me suicider tout de suite. Justement, en parlant d'OpenGL, en fait, c'est le kernel avec le code rentré. Ça correspond à un fragment de shader en OpenGL, ou ça n'a rien à voir parce que ça va s'exécuter dans le GPU? Ça va s'exécuter dans le GPU. Alors, RenderScript, d'après ce que j'ai compris, c'est une abstraction, donc ça peut appeler OpenGL, ça peut appeler même Vulkan, ouais, voilà, pour tourner, donc ouais, voilà. Ouais, je pense que, enfin, je parlais un peu avec Romain Guay aujourd'hui, il m'a dit que Vulkan c'était vraiment la suite, il fallait vraiment passer sur ça et que
Même RenderScript, ils ne savent pas s'ils vont continuer. Moi, je pense qu'ils devraient continuer, donc je vais essayer de pousser le fait qu'ils continuent. Voilà. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser RenderScript que d'utiliser Vulkan. Ah bah, merci beaucoup.